Bonjour, alors pas mal de problèmes techniques aujourd'hui et de panne de son, que ce soit sur la division en direct Facebook que j'ai tenté après coup, ou bien que ce soit directement aussi avec le Continuum Ravel, donc notre salle de réunion virtuelle. Donc je reprends l'enregistrement rapide d'une synthèse de ce qu'on a fait aujourd'hui, parce que sinon il faudrait que je découpe le film pour enlever les parties qui n'ont pas bien fonctionné. C'est pas très très pratique. Bon, alors pour ce qui est des documents dont je vais vous parler, merci d'aller sur Etchelaya, sur le cahier de texte pour les regarder. Voilà. Alors, je vais donc être rapide pour essayer de vous résumer en un quart d'heure des choses que vous trouverez par écrit. Alors, nous avons parlé tout à l'heure de la gouvernance de l'Europe, qui est une gouvernance totalement illisible, et pris comme point de départ. Alors, d'ailleurs, il y a déjà un résumé écrit de ça dans le cahier de texte et terminal S. La crise qui envenime les rapports actuellement entre l'Allemagne et ses partenaires dans l'Union européenne. Donc, crise liée, vous avez dû sans doute en entendre parler, à une intervention de la Cour suprême de Karlsruhe en Allemagne, donc, qui est venue censurer en quelque sorte le comportement de la Banque centrale européenne. Donc il y a deux affaires là-dedans. Il y a un conflit de droit entre la Cour allemande et la Cour de justice, qui normalement est la seule compétente pour juger de la validité des actions de la BCE ou des institutions européennes en général. Et puis donc cette cour allemande, cour constitutionnelle, hein, qui vérifie que les droits des citoyens ne sont pas bafoués. Alors du point de vue allemand, du point de vue de ces juges allemands en tout cas, le fait que la Banque centrale européenne rachète les créances des financiers qui veulent bien acheter de la dette européenne pose problème parce que voilà, les banquiers ou les particuliers qui achètent des bons du trésor grec, italien ou espagnol le font d'autant plus volontiers qu'ils savent qu'ils peuvent revendre ensuite assez rapidement et sans problème ces titres à la BCE. Ce qui veut dire que l'intervention de la Banque européenne revient à mutualiser la dette, puisque finalement la dette grecque ou la dette italienne n'est pas plus risquée que la dette allemande. Et du point de vue du tribunal de Karlsruhe, ça n'est pas normal, parce que revient à dire que la Banque centrale européenne s'engage surtout au profit de l'Italie, de l'Espagne, de la Grèce, un petit peu de la France aussi d'ailleurs, et normalement la BCE devrait intervenir en faveur de tous ses actionnaires, et notamment en proportion de la part que les différents États ont dans la banque. Et donc de ce point de vue-là, comme évidemment il n'est pas nécessaire pour la BCE, pas tellement nécessaire de racheter les dettes de l'Allemagne, qui prête à taux zéro, les Allemands se voient comme des perdants dans l'affaire. Ils seraient défavorisés. Bon, il y a un deuxième problème, c'est évidemment que le conflit, à côté du conflit juridique, c'est ce refus des pays du Nord d'être solidaires de ceux du Sud. Donc on a toujours cette idée que peut-être les gouvernements du Nord, donc l'Allemagne, la Hollande, les Pays-Bas, des pays de ce genre, refuseraient d'être solidaires à l'égard de ceux du Sud. Et c'est souvent d'ailleurs du fait de déclarations un peu intempestives que les dirigeants de ces pays peuvent faire, sans doute pour complaire à leur opinion publique, mais qui sont très mal évidemment dans les pays du Sud. Récemment, on a vu le président portugais, par exemple, dénoncer à cet égard des propos tenus par le gouvernement néerlandais. Alors, si on réfléchit bien, donc on voit que l'Europe paraît en crise pour au moins deux raisons. Les compétences juridiques des différents tribunaux qui parlent d'elle ne semblent pas bien définies. Et puis sur le fond, il y a un problème de fonctionnement de la zone. Alors, qui est bien connu, qui est ancien, parce que c'est une monnaie forte qui favorise sans doute le fonctionnement de l'économie allemande, fortement exportatrice, mais qui nuit peut-être au développement de pays plus ruraux et plus touristiques qui auraient besoin de faire des dévaluations compétitives et qui ne le peuvent pas, et qui sont un peu prisonniers de cette monnaie.
Alors sur le fond d'ailleurs, on peut dire que l'effort que l'Allemagne serait appelée à faire pour aider les États du Sud à combler leur déficit comblerait peut-être l'effort que font les pays du Sud en étant solidaires d'une monnaie qui sert surtout les intérêts commerciaux de l'Allemagne. L'Allemagne qui est leur premier fournisseur et qui a donc intérêt à conserver des débouchés, des clients en Europe du Sud. Bon, alors, donc comme je vous l'ai écrit, si vous regardez, c'est pour commencer notre débat sur la gouvernance de l'Europe, il y a cette question euh, ouverte aujourd'hui de comment va évoluer la situation. Est-ce que l'Europe est en voie d'éclatement, d'émiettement, et que le Brexit est le prélude à ce moment-là une transformation en un simple marché commun? Ou est-ce qu'au contraire, la gravité des enjeux, la résolution des problèmes économiques post-Covid vont inciter les pays à renforcer leurs liens, à faire plus de fédéralisme? Alors, ça, c'est évidemment une question qui reste ouverte, mais qui n'est pas ouverte non plus depuis quelques jours ou quelques semaines. Je vous ai mis la couverture du Spiegel de 2005. En 2005, les Français, les Néerlandais ont, il faut s'en souvenir, voté contre la Constitution européenne, contre le TCE. Et ça a été un vrai choc, puisqu'il s'agissait quand même, dans le cas français, d'un référendum populaire dans un des pays fondateurs de l'Europe. Donc, ça fait un moment qu'il y a un malaise à propos de l'Europe et la couverture donc représente Marianne avec l'emblème de la liberté, donc le bonnet phrygien, arborant non pas le drapeau français mais un drapeau européen barré. Et un titre qui suggère que c'est la bureaucratie de l'Europe qui la rend impopulaire. Pour ça, c'est un vieux débat. Nous avons une autre couverture d'ailleurs de l'Express qui montre que l'Europe serait peut-être, comme la plupart des États et des institutions, aux mains des financiers internationaux. C'est une autre critique contre l'Union européenne, mais que j'avais prévu de citer plutôt dans la partie sur la gouvernance mondiale. Alors, très rapidement, donc le premier point serait de montrer que la gouvernance de l'Europe difficile à analyser parce qu'en fait elle est complexe et que l'Union européenne repose sur des mécanismes qui sont des mécanismes fédéraux mais inachevés, inaboutis, puisqu'elle a été inventée par des fédéralistes mais que par la suite elle a subi beaucoup de réformes qui n'allaient pas dans ce sens-là. Alors la construction européenne en fait hésite entre deux schémas, la supranationalité, le fédéralisme si vous préférez, ou la coopération, c'est-à-dire l'union intergouvernementale. Donc il faut faire attention aux mots. Quand on dit que quelqu'un défend un projet unioniste, il n'est pas pour la création d'États-Unis d'Europe, au sens où il s'agirait d'un nouvel État coiffant les États-nations, mais plutôt qu'il est favorable à la mise en place de politiques communes ou de projets ciblés entre pays qui restent souverains et indépendants. Ça, c'est ce qu'on appelle l'unionisme. Les fédéralistes, eux, sont plutôt des gens qui préféreraient que les États s'effacent au profit d'un nouvel État pan-européen. Alors, ce distinguo, il vient des résultats d'une conférence internationale qui s'est tenue à La Haye en 1948. Et à l'occasion de cette conférence, on a vu apparaître en gros deux tendances. Celle incarnée par Churchill, qui est de ce point de vue-là assez proche de De Gaulle. Mais De Gaulle, lui, n'était pas au congrès de La Haye où siégeaient beaucoup d'anciens gouvernements, enfin d'anciens membres de gouvernement, de politiciens très engagés. De Gaulle à l'époque ne s'est pas dérangé. Par contre, Churchill, qui n'était plus Premier ministre de la Grande-Bretagne et qui a souvent parlé des États-Unis d'Europe, était présent à La Haye. Cela dit, comme je viens de vous l'expliquer, pour Churchill, faire les États-Unis d'Europe, ça veut dire faire l'union des États et les conserver tels qu'ils sont, conserver leur indépendance pleine et entière, et même leurs empires coloniaux pour ceux qui en ont. Alors face à bonjour Jean-Claude, face à notre Winston Churchill et le parti face au parti unioniste, il y a un parti fédéraliste. Alors là, il faudrait citer peut-être des intellectuels plus que des politiques. Notamment, il y a Denise Rougemont, côté français. Là, ce sont des gens qui sont très hostiles au nationalisme et qui pensent que l'Europe pourrait être un État supranational, dépassant les nations et peut-être les tuant. Beaucoup de ces intellectuels de l'après-guerre pensent que les nations, en fait, sont responsables des guerres
notamment des terribles guerres mondiales qui viennent de se dérouler en Europe, qu'elles ont un peu inventé des motifs d'antagonisme qui ont poussé les populations à s'entretuer. Et donc il s'agit d'un projet très différent, plus utopique, au sens où il est plus idéaliste. Les partisans de l'Europe supranationale, donc des gens qui ne sont pas sur la même longueur d'onde que Churchill, veulent faire évoluer l'Europe vers une construction originale, étatique, donc un État pan-européen qui remplacerait les États-nations. Alors ces deux projets ne sont pas très compatibles et ils vont pourtant se développer en même temps et en parallèle. C'est-à-dire que dès 1949, on a la création du Conseil de l'Europe à Strasbourg, qui existe toujours, qui a pour drapeau un drapeau bleu, hein, un bleu azur, avec 12 étoiles, en gage de perfection, dit-on. Mais c'est aussi parce que le fonctionnaire, la personnalité strasbourgeoise qui a inventé ce drapeau, l'a trouvé dans son environnement proche, donc sur une statue de la Vierge, pour ne rien cacher. Ce qui veut dire que quelque part, il y a quand même une influence du christianisme sur ce symbole qui se veut laïque. Alors, ce Parlement européen qui s'appelle le Conseil de l'Europe n'est pas désigné par la population, mais par les parlementaires des différents pays membres. Il fonde un droit européen en prenant des résolutions, en quelque sorte, en faisant des déclarations sur les valeurs communes de l'Europe, et il permet de donner l'habitude aux parlementaires des différents pays membres de coopérer, de discuter, de négocier, de se connaître. Et ce qui est intéressant, c'est que ce Conseil de l'Europe existe donc depuis 1949 et n'a pas du tout les mêmes membres que l'Union européenne. Et à titre d'exemple, la Turquie, qui a fait la demande d'adhérer à l'Union européenne, enfin à l'époque la communauté en 1963, et qui est toujours pas membre de l'Union européenne, et par contre membre du Conseil de l'Europe. Bon, donc ça, c'est un Conseil de l'Europe moins connu du grand public que le Parlement européen de l'Union, mais qui existe depuis fort longtemps et qui fonctionne assez bien, et qui est un aspect seulement, l'aspect visible de l'iceberg, parce que beaucoup de coopérations européennes, telles que Churchill les avait souhaitées, ont été mises en œuvre et fonctionnent. Faire des avions ensemble, comme avec Airbus, faire des fusées ensemble, comme avec Ariane Espace, ou bien faire des études scientifiques ensemble, comme avec le Centre européen de recherche nucléaire de Genève, qui en fait est enterré sous la frontière franco-suisse, et où il y a une équipe internationale qui travaille depuis très longtemps sur un accélérateur de particules. C'est là que Tim Berners-Lee, qui est un Britannique, a inventé en fait l'Internet avec un de ses amis scientifiques belges, à partir donc d'un langage qui avait été inventé à l'époque de la guerre froide par l'armée américaine. Bon, donc voilà, ce matin, je pense que le son s'est arrêté avant même que j'aborde ce point. Donc je continue cette recapture en espérant que la qualité audio sera meilleure. Donc nous avons à côté et en parallèle de cette construction d'une Europe des nations, telle que Churchill la souhaite, une Europe plus intégrée, plus fédéraliste, et c'est l'Europe qui a donné aujourd'hui l'Union européenne. Vous voyez que c'est étrange qu'un projet fédéraliste se soit appelé Union, et ça montre bien que ce projet fédéral a été un peu dénaturé. Alors, le projet d'Europe fédérale, il commence avec une communauté européenne du charbon et de l'acier, qui est créée donc à l'initiative de la France en 1950, et qui va associer à la France le Luxembourg, la Belgique, la Belgique, l'Allemagne et l'Italie. Donc, il s'agit de mettre en commun le charbon et l'acier. Alors, c'est symbolique de la réconciliation franco-allemande, parce que le charbon et l'acier, ça sert à faire la guerre. Et puis, symbolique aussi de la bonne volonté de ces nouveaux États européens de travailler ensemble. C'est aussi évidemment révélateur de certains intérêts moins, comment dirais-je, peut-être avouables, mais l'Italie veut faire oublier Mussolini, l'Allemagne veut faire oublier Hitler, et évidemment que la France est assez heureuse de se retrouver un peu comme leader potentiel de ce groupe de pays occidentaux. Alors, la communauté du charbon et de l'acier, elle est importante parce qu'elle va servir de modèle. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de gouvernement de la communauté qui est créé, qui s'appelle à l'époque la Haute Autorité,
par la suite on parlera de commission, et les membres de la haute autorité, les commissaires, sont des sortes de ministres qui s'occupent de telle ou telle partie du projet, mais qui ne représentent pas les intérêts de leur pays. C'est en ça qu'il s'agit bien d'une instance supranationale. Vous avez un commissaire qui va s'occuper, par exemple, de la sécurité dans les mines, l'autre des prix du charbon. On peut avoir un Belge d'un côté, un Luxembourgeois de l'autre. Ils ne sont pas là pour défendre leur gouvernement, mais bien pour gérer les affaires de tous les Européens. Donc, c'est bien fédéral comme esprit. À côté de cet exécutif fédéral, donc de la haute autorité qui est devenue par la suite commission, vous avez un genre de parlement, c'est-à-dire que nous avons une structure qui permet donc de le pseudo-gouvernement de la communauté se trouve implanté à Bruxelles, et puis le Parlement à Strasbourg. Et ensuite, on vérifie la légalité, la conformité de tout ça dans le cadre d'une cour de justice qui est au Luxembourg. Donc toutes les communautés européennes vont suivre ce schéma par la suite. C'est ce qu'on appelle l'Europe des six, les six fondateurs qui ont un peu donné le modèle de ce que serait la construction européenne. Et vous voyez que les trois villes abritant ces institutions ne sont pas choisies par hasard. Donc il y a Strasbourg, ville française, mais pensent pouvoir transcender leur émission du charbon et de l'acier est un succès. Par la suite, les Français ont proposé une communauté du même type pour l'atome, mais qui a moins bien fonctionné, et surtout une communauté européenne de défense que les voisins de la France ont accepté de créer avec elle et que finalement les Français ont refusé de mettre sur pied en 1954. Bon, vous voyez que cette structure fédérale, finalement, dès le départ, elle posait des problèmes et qu'il était difficile de concevoir, par exemple, pour les Français, d'avoir une armée qui ne fût pas française mais européenne. Donc, dans une première phase, la construction européenne va déboucher sur pas mal de succès, mais en ayant connu des hauts et des bas. Donc, par exemple, la communauté européenne de défense ne marche pas, il faut une relance de la construction européenne. Elle vient d'Italie. Le gouvernement italien propose une union économique. C'est la conférence de Messine. Celle-ci débouche sur un nouveau traité, économique européenne, qui non seulement est une zone de libre-échange, mais aussi un territoire sur lequel il y a des politiques communes. Par exemple, la modernisation de l'agriculture fait partie de ces objectifs. Eh bien, elle a des résultats beaucoup plus sensibles. Donc dans les années 60, les Britanniques commencent à se rapprocher de la communauté européenne et souhaitent y entrer, y adhérer. À ce moment-là, ça n'est pas possible parce que la France s'y oppose à deux reprises. C'est la France du général de Gaulle qui est un peu un perturbateur et d'ailleurs dont on croit à un moment qu'il va casser la communauté européenne. En fait, c'est pas ce qui se passe, mais de Gaulle impose une sorte de droit de veto pour la France et par voie de conséquence aussi pour les autres pays quand leurs intérêts, disons, nationaux
s'agrandir, s'élargir et s'approfondir, donc en même temps, avec beaucoup de décisions symboliques, comme par exemple en 79, le fait que le Parlement européen serait désigné au suffrage universel. Cela dit, il a cadré le Parlement, c'était Simone Veil, et dès cette époque-là, l'Union européenne, qui ne portait pas encore son époque de succès quand même globalement pour la construction européenne, avec des présidents français très engagés comme François Mitterrand et des personnalités incarnant bien l'Europe comme par exemple Jacques Delors. Alors, à partir de 1992, il y a une deuxième phase, si vous voulez, si on doit décomposer d'un point de vue chronologique, il y a avant et après 92. En gros, avec le traité de Maastricht et puis la création d'un marché qui n'est plus un marché commun, mais un marché unique, l'Europe prend une nouvelle dimension, d'autant plus qu'elle se dote d'une monnaie commune, hein, qui est membre. 27 si l'Angleterre s'en va aujourd'hui. Que la construction européenne est de plus en plus importante. Donc, par la France, alors qu'il avait été proposé par la France, rédigé en français par Giscard d'Estaing, mais refusé par le peuple. Et donc on a vraiment un besoin de réformer les institutions, et on ne peut pas dire qu'il y a eu beaucoup de réponses à cette question-là. Donc renforcer le fédéralisme européen. Il y a des gens qui pensent qu'après le Brexit et à cause du Covid, il y aura ce genre de solution. Ou bien est-ce qu'on risque au contraire d'avoir un délitement de l'Europe qui serait remplacé par une simple zone de libre-échange, ce qui est un peu le souhait des Britanniques, hein, il faut le dire. Les Britanniques, ce qu'ils veulent avec les Européens, c'est un partenariat économique, mais pas forcément des politiques communes, et en tout cas pas des politiques communes qui les engagent dans certaines matières, notamment dans les matières migratoires. Bon, alors voilà. Pour la gouvernance de l'Europe, elle est illisible, mais ça n'est pas euh, quand une décision est impopulaire, les gouvernements vous disent que c'est à cause d'une directive de la Commission européenne. Mais ils oublient de dire que la Commission européenne n'émet des directives que si les gouvernements font un Conseil européen pour le lui demander. Donc si le président de la France vous dit qu'il n'y a pas de raison que des plombiers polonais viennent travailler dans le Nord et le Pas-de-Calais avec un salaire polonais, et la directive européenne qui autorise ça n'est pas une bonne directive, bah, il oublie qu'au départ, c'est parce que la France et ses partenaires ont demandé à l'Europe de faire une directive autorisant ce genre de choses qu'elle a été mise en œuvre, puis votée ou pas par le Parlement européen. Et ensuite, évidemment, quand une directive qui a été demandée par les gouvernements européens est acceptée au Parlement européen, eh bien, il faut la traduire dans les lois nationales européenne qui lui est supérieure. Alors c'est ça qui pose problème parce que on ne voit pas bien à quel niveau le contrôle démocratique pourrait, dans de bonnes conditions, s'exercer. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de critiques sur l'Union européenne, avec évidemment des conclusions à chaque fois divergentes. L'Europe ne fonctionne pas bien, il faut la renforcer, ou bien l'Europe ne fonctionne pas bien, il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Et ça, évidemment, c'est une question de choix personnel. On peut être pour ou contre le fonctionnement de l'Union européenne, mais aussi on peut être
La fois prochaine, avec les L et les ES, j'aimerais que nous parlions un peu de géographie. Par un autre point qui est dans le cours en ligne également, c'est la gouvernance donc de l'économie mondiale ou de l'économie mondialisée, qui pour les L et les ES d'ailleurs doit être étudiée à partir de 1945. Alors, il y a des choses qu'on a vu quand on a traité de la puissance américaine dans le monde, puisque ce sont les États-Unis qui sont à l'origine de la création de toutes les grandes OIG qui s'occupent de ces questions-là. Le GATT est devenu l'OMC en 94, il avait été créé en 44. Le FMI est aussi une invention américaine. Le siège est à Washington. Bon, l'ONU bien sûr. Donc vous avez un certain nombre d'organisations internationales qui avaient les S doivent s'occuper de cette question à partir de 75 seulement, pas avant. À partir de 75 et jusqu'à nos jours, on s'est pris une série de vagues dévastatrices qui ont semblé mettre notre monde occidental et ensuite la planète tout entière en crise. Alors le choc pétrolier est la première vague, donc il a fallu réagir. Comment gérer l'économie mondiale alors qu'elle se dérègle? Alors, l'initiative est venue notamment de la France, qui est à l'origine du club des pays riches, celui qu'on appelle le G5 au départ, puis G6, G7, G8, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on rajoute un membre, on ajoute une unité. Alors, c'est le club des pays riches, hein, créé à l'époque de Giscard d'Estaing à Rambouillet. Alors au départ il y avait 5 membres, puis on est monté à 7, on est à 7 aujourd'hui, et à un moment on était 8 puisque la Russie a été invitée à faire partie de ce groupe à une époque, puis elle en a été exclue en raison de la politique étrangère de Poutine. Alors ce sont les pays les plus riches du monde, autoproclamés comme les plus riches et les plus influents du monde. En format G7, il y a quand même 8 personnes sur la photo. Et quand on était dans le format G8, il y en avait 9. Bon, il est clair que ce sont des pays qui sont les principaux producteurs, exportateurs, importateurs mondiaux et qui, il y a encore 20 ou 30 ans, faisaient à eux seuls 80% des échanges mondiaux. Alors maintenant, c'est moins vrai, parce que il y a l'émergence de la Chine, de l'Inde, de beaucoup de pays qui étaient autrefois des pays du tiers-monde, qui sont devenus des partenaires assez considérables. Et alors, ce club, ce G8, il a quand même inspiré pas mal de choses, notamment, il y a eu création du G20, qui est un club des 20 ministres des affaires, enfin, chargés des finances et de l'économie, et qui était chargé de coordonner un petit peu ces domaines, du moins d'échanger sur ces questions-là. Ce G20 est devenu beaucoup plus visible après la crise de 2008, quand M. Obama a accueilli à Pittsburgh pour la première fois, dans le cadre d'un G20, non pas des ministres, mais carrément des chefs d'État et de gouvernement. Et c'est M. Sarkozy qui, à l'initiative au nom de la France, avait pris l'initiative de proposer cette transformation du G20 des ministres en G20 des chefs d'État et de gouvernement. Cela dit, je pense que ça a été concerté avec pour la légitimité, c'est des gens qui sont autoproclamés responsables du monde. Ils n'ont pas pour eux non plus l'efficacité, parce que souvent, ils émettent des avis sous forme de recommandations qu'eux-mêmes ne suivent pas toujours et qu'il est encore plus compliqué d'imposer au reste de la planète. Oui, bon, c'est une instance qui a le mérite d'exister et donc de permettre voilà, de faire apparaître d'un point de vue médiatique les grandes questions que les principaux pays du monde souhaiteraient voir aboutir. Alors cela dit, bon, pour ce qui est du G7, il a perdu beaucoup de son sens. Monsieur Macron a carrément décidé, la dernière réunion du G7 se tenant en France, de ne pas en faire de compte rendu officiel. Donc il n'y a pas eu de liste des questions traitées, pas vraiment. En tout cas, il n'y a pas eu de déclaration commune, c'est ça que je voulais dire. D'habitude, les différents partenaires négocient au moins une déclaration commune, plus ou moins vague, c'est fini.
Et donc l'avenir dira si c'est parce que le G20 est amené à prendre ce genre d'initiative parce qu'il est plus représentatif quand même de la planète tout entière, ou bien si c'est parce que voilà, cette forme de concertation ne marche plus, ce qui est possible. Hein. Donc vous avez ce club des pays riches qui est finalement de moins en moins peut-être efficace, en tout cas qui a du mal à prouver son efficience. Ensuite, vous avez des grandes OIG, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont manifestement devenues impuissantes à régler les problèmes. Alors, si on a la conférence des Nations Unies sur le développement, c'est bien que l'ONU ne fonctionne pas de ce point de vue-là. C'est vrai aussi, en fait, pour l'OMC. L'OMC, bien que ce soit une organisation, du fait qu'ils étaient considérés dans un contexte de concurrence soi-disant loyale et complètement ouverte, il est évident que certains pays quand même s'autorisent des choses que les autres n'auraient pas le droit de faire. Donc si on reprend la Chine ou même le Japon, hein, il est assez difficile pour les investisseurs étrangers d'intervenir sur leur marché. Et par exemple en Chine, on ne peut pas posséder une entreprise en Chine sans avoir un partenaire chinois majoritaire. Ça, c'est des choses qui sont un peu surprenantes du point de vue de l'universalité des règles de l'OMC. En plus, l'OMC est d'inspiration anglo-saxonne, donc les conflits qui peuvent opposer les entreprises ou les États aux entreprises, sont censés être réglés par des tribunaux dont on ne peut pas dire que les arbitrages soient toujours canadiens le jour où celui-ci s'est permis de vous voyez que consacré à la mondialisation, il y a un sommet altermondialiste. Il est bien normal que la mondialisation soit critiquée puisque elle est censée déboucher, si on en croit la doxa libérale, hein, sur des échanges de plus en plus importants au point de vue commerciaux qui auraient pour effet d'améliorer la situation économique de tous les pays participants aux échanges et aussi d'élever le niveau de démocratie dans les sociétés concernées. Or, ce qu'on voit apparaître, c'est vrai qu'il y a une émergence des pays du tiers-monde, mais les inégalités restent importantes, peut-être même se creusent-elles, et surtout, la démocratie n'a pas vraiment franchement progressé partout dans ce qui était autrefois le tiers-monde. On le voit en Chine notamment. Donc il y a beaucoup de gens qui remettent en cause l'ultralibéralisme, plutôt plus grand dans l'intensité de la bulle financière, hein, d'abord aux États-Unis, puis après un peu partout dans le monde. En fait, il y a ce qu'on appelle la titrisation, on vend un peu tout et n'importe quoi en bourse. Et cette tendance-là, les États-Unis n'ont pas été en situation de juguler la dérive, ils l'ont même plutôt inspiré. Et aujourd'hui, on ne voit pas trop qui pourrait faire le gendarme dans ce type de pratique financière qui, évidemment, est une pratique à risque. Donc là, en gros, les banques ont été mises par terre parce qu'on a vendu un peu n'importe comment des biens immobiliers et que surtout beaucoup d'investisseurs dans le monde ont acheté des actifs pourris. Alors, du point de vue de l'opinion, c'est un peu embêtant quand même que des banquiers dont le métier est de prendre des risques et qui se rémunèrent au nom justement du risque qu'ils prennent, aient dû recourir quand même à des fonds publics, donc à l'argent des contribuables pour se sauver.
d'un point de vue. Le problème, c'est que ce système mondialisé, tel qu'il est aujourd'hui, est absolument pas durable. Continuer à produire ce que nous consommons actuellement de la même manière, parce qu'il y a une augmentation évidemment du nombre d'habitants, une augmentation, il faut l'espérer, du niveau de vie moyen, et par contre un réchauffement climatique, la forestation qui sont posées, et il faudrait évidemment peut-être une gouvernance mondiale de l'économie pour pouvoir réformer l'économie plutôt que d'attendre qu'elle s'effondre à la suite de chocs successifs et de crises successives humanitaires qui en montreraient les limites. Alors c'est peut-être pour ça d'ailleurs que la crise dite du Covid-19 est tellement médiatisée et fait surréagir peut-être les États. En tout cas, il y a une protection des populations sous la forme d'une mise en quarantaine un peu généralisée qui a quand même par rapport à d'autres épidémies. Là, mais il y a une réaction en tout cas très très forte parce que il est évident que les gouvernements et une partie des sociétés mesurent bien que notre modèle de développement économique les prendre dans une gouvernance stable alors même que le besoin s'en fait sentir. Alors là, exercice justement sur la gouvernance mondiale, enfin un petit exercice, un commentaire d'une photographie pour voir ce qu'on pourrait en dire si ça tombait à l'examen ou si la vie économique, s'il en reste en ligne, eh bien nous puisque nous n'avions traité finalement que l'Afrique et pas l'Asie. Voilà. Alors, j'espère qu'on n'a pas une trop mauvaise qualité de cette vidéo, auquel cas je vais donc l'enregistrer et l'encapsuler. Et sinon, ben écoutez, la vidéo de ce matin n'était pas bonne, donc je ne l'ai pas gardée. Voilà. Et je ne peux pas faire d'émission en direct sur YouTube avant demain parce que je n'en ai jamais fait avant. Donc on n'est pas aidé. Voilà. Écoutez, bonne journée à tous et donc à la semaine prochaine pour ceux qui reviennent voir le cours le 18 aujourd'hui, le 25, donc la semaine prochaine. Au revoir.